Bonjour, je suis Luigi Beltram. Je vais présenter au FRAC un projet de recherche assez large sur un objet architectural très singulier qui est l'îlot de Gukanjima au large de Nagasaki, au sud du Japon. Donc Gukanjima, c'est une ancienne colonie minière qui appartenait à la compagnie Mitsubishi et qui a été exploité dès le milieu du 19e siècle. Et c'est un îlot qui fait 460 mètres de long sur 160 de large, donc très petit, et qui a concentré plusieurs paradigmes tout au long du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est l'îlot sur lequel on a construit le premier immeuble en béton armé du Japon en 1916. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était renommé pour être le camp de travail le plus dur pour les prisonniers de guerre chinois et coréens. Et surtout dans les années 60, c'était le lieu le plus densément peuplé sur Terre, avec près de 5000 habitants à temps plein. Donc il y avait des écoles, des restaurants, des cantines, des salles de sport, et surtout des tunnels qui descendaient à plus de 1000 mètres sous le niveau de la mer, dont on extrayait le charbon brut. Et les 2 tiers de l'île ont été gagnés sur la mer avec les scories du charbon. Et en 1974, Mitsubishi décide de fermer l'île parce que le charbon n'est plus rentable, en fait, l'exploitation. Et les habitants ont 3 mois pour quitter l'île, qui se retrouve désertée, une espèce d'îlot de béton complètement abandonné en pleine mer, et qui commence à peine à être réhabilité. Donc le projet que je présente au FRAC est un ensemble suite à un voyage, une espèce d'exploration de cette île. Donc en fait c'est un ensemble de films, il y a une vidéo assez longue d'une 30aine de minutes qui reprendrait un peu le modèle du documentaire scientifique, mais disons un documentaire scientifique très décalé, avec un pas de côté par rapport à l'idée qu'on peut avoir d'un documentaire scientifique. C'est plutôt un espèce de générateur de fiction. Et un petit film en Super 8, Katashima Torpedo Base, tourné sur une base d'entraînement de kamikazes marins, à côté de Nagasaki aussi. Et un ensemble après de dessins et une sculpture aussi, avec des objets ramenés de l'île. Gukanjima touche quelques thèmes de mon travail assez importants, comme la dystopie architecturale, le rapport au progrès et à l'idée de progrès surtout tout au long du XXe siècle. Il y a une approche fictionnelle de l'histoire, avec des commentaires qui seraient plutôt des notes de bas de page tout au long du film, en fait, en japonais, qui détournent et retourne un peu les images que l'on voit. Il y a le thème de l'entropie aussi qui est central dans le film, et peut-être le rapport sculpture, architecture, paysage, cette espèce d'entre-deux, puisque toute cette île est prise dans une espèce de boucle anthropique, puisque les bâtiments ont été construits avec du sable marin, construits sur un sol artificiel formé avec l'extraction du charbon, et en même temps abandonné depuis 1974, complètement laminé par les typhons, les cyclones, et donc il retourne à son état de matériaux bruts. Marie-Ange Breyer nous a demandé de choisir un architecte dans la collection qui serait présenté en vis-à-vis avec l'œuvre présentée. Moi j'ai choisi de retrouver des travaux du groupe Architecture Principe, qui date de 1963, qui est formé par l'architecte Claude Parent et le critique d'architecture Paul Virilio. Je voyais plusieurs liens en fait assez intuitifs, assez directs entre l'île de Gukanjima plutôt que mon travail et les dessins et les maquettes de Architecture Principe et aussi leur théorie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gukanjima, ça veut dire l'île navire de guerre ou l'île cuirassée. C'est un reporter du Nagasaki Daily News qui nomme ainsi l'île en 1921
Parce que l'île n'a pas été planifiée et au fur et à mesure, sa silhouette prend la silhouette d'un navire de guerre au loin, en fait, qui est très très identifiable, hein, exactement la silhouette des cuirassés japonais. Et donc on peut déjà imaginer qu'il s'agit d'une architecture, quelque part d'une architecture guerrière, d'une architecture défensive. En fait, il n'y a jamais eu vraiment de force militaire sur Gukonjima, mais pour se protéger des typhons et des cyclones, en fait, toute l'architecture est tournée vers l'intérieur de l'île, et de l'extérieur, il n'y a que des ouvertures minuscules sur la mer qui donnent un aspect de bunker ou d'architecture défensive à l'île. En fait, elle est aussi entourée d'une muraille de béton. Et la lecture de Bunker Archéologie de Paul Virilio, par exemple, où il décrit les bunkers comme des hôtels face au vide de la mer, où il les compare aussi à des mastabas ou à des tombes étrusques. En fait, il y a un peu ce sentiment sur l'île de Gukonjima déserte comme ça. Et aussi par rapport aux utopies urbaines de Virilio et Parent aussi, à ces villes qui ont une espèce de forme unique comme ça, où il parle d'une architecture de la clôture ou d'espaces cryptiques. Et en fait, je voyais vraiment un lien entre, même si l'île de Gukonjima n'a pas été planifiée, et en fait, c'est étendu au fur et à mesure des besoins de la production, de l'extraction de charbon. Mais finalement, elle a pris une forme, c'est une espèce d'architecture ville, en fait. Tout était relié par des passerelles donc ça pouvait me rappeler les méga-structures, les superstructures proposées dans les dessins, surtout de Claude Parent. Comme ce qu'il appelle les turbosites, les grandes oreilles, les vagues, les spirales, les collines. Donc c'était des sites d'habitation, des propositions de sites d'habitation qui se transformaient en collines artificielles. Et il n'y a pas de dissociation entre architecture et urbanisme, en fait. Il parle aussi d'une clôture praticable, d'une circulation habitable, et en sachant que tout était relié sur Gukonjima comme ça par des passerelles. En fait, les gens qui ont connu Gukonjima à l'époque où ça fonctionnait disaient que les habitants pouvaient passer d'un bord de l'île à l'autre sans jamais poser le pied par terre à cause des passerelles qui reliaient tous les bâtiments entre eux. Et donc voilà, en fait, c'était un lien assez évident pour moi. Bon, c'est des dessins que j'ai beaucoup regardé aussi, les dessins de Parent, avec surtout cette idée d'une futurologie, d'une espèce de science-fiction qui naîtrait à travers les dessins, une espèce d'architecture complètement expérimentale et prospective, et qui quelque part est génératrice d'un espèce de projet, oui, d'une espèce de futurologie. Alors qu'avec Gukonjima, on serait plus dans l'idée d'un futur antérieur, en fait, d'un futur qui serait déjà arrivé, qui serait déjà abandonné, quelque chose d'assez fantastique aussi.